Voilà, donc, ma présentation est peut-être un petit, par rapport au titre de la session, était peut-être un petit peu décalée, dans le sens où je ne suis pas persuadé que je vais vous parler de révolution, mais par contre, c'est plus centré sur l'aspect évolution de la compréhension des comportements individuels et l'adaptation des produits financiers en fait à cette nouvelle perception des comportements individuels. Alors c'est compliqué de parler de finance et d'innovation financière aujourd'hui, hein, c'est un peu comme une présentation de physique nucléaire le lendemain d'Hiroshima, mais je vais donc essayer en quelques minutes de vous expliquer un petit peu quel type d'innovation on peut envisager. Enfin, certaines existent déjà et se développent, mais par rapport, disons, à ce qu'on sait un petit peu mieux sur le comportement des individus. Alors, le premier élément, c'est que, bon, depuis 50 ans, hein, vraiment le credo de ce qu'on appelait à l'époque la théorie moderne de la finance, mais qui est devenue maintenant plutôt classique, c'est que finalement, l'investisseur, il n'aime pas le risque. Donc il présente de l'aversion au risque. Et donc, finalement, une stratégie optimale et donc des produits bien conçus vont être des produits qui vont diversifier le risque. Et donc, c'est dans ce contexte, hein, ça date du début des années 50 et ça a perduré pendant pratiquement un demi-siècle. Donc, les produits qui ont répondu à cette problématique, plus à la problématique que l'épargnant lambda, il n'a peut-être pas 50 millions d'euros à investir, c'est qu'on a vu se développer des SICAV, des fonds communs de placement. Maintenant, on parle de trackers, mais ça revient à simplement des portefeuilles diversifiés. Et donc, on est resté sur ces bases et sur cette proposition de services assez longtemps. Et on avait aussi, quand on évoquait le risque perçu par les individus, eh bien, les techniciens, disons, avaient une mesure de risque qui était extrêmement simple, qui était de regarder un peu la variance des rentabilités des portefeuilles. Bon. Et puis là-dessus, disons, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, des économistes et des psychologues. Je vérifie quand même que tout ça. Des économistes et des psychologues, finalement, ont commencé à étudier de manière un peu plus détaillée le comportement et les réponses individuelles à des situations risquées. Et on s'est rendu compte que, finalement, le schéma qu'on avait précédemment, c'est pas tout à fait celui qui est perçu par les individus, et notamment la perception du risque. Eh bien, il y a un certain nombre de situations où les investisseurs aiment prendre des risques. Par contre, on a une perception tout à fait asymétrique des pertes et des gains. Et élément supplémentaire, eh bien, on n'évalue pas finalement les probabilités de manière objective. Les individus vont déformer, et je pense qu'on le constate pas mal ces derniers temps, les individus vont déformer en fait les probabilités des événements extrêmes. Donc que ce soit les gains très élevés ou les gains très très faibles, qui ont des probabilités faibles de réalisation, les individus vont surévaluer très largement ces probabilités. Conséquence de ça, quel type de produit, comment faire évoluer les produits financiers de façon à tenir compte de ces caractéristiques et de ces préférences un petit peu particulières. Donc je vais simplement, puisqu'on a vraiment peu de temps, je vais vous donner juste deux exemples de types de produits qui prennent en compte en fait ce genre de choses. Et là, au moins pour la première catégorie, au moins pour la première catégorie, vous les connaissez tous si vous êtes entrés récemment dans votre agence bancaire préférée. Ce sont les produits à capital garanti, où on vous dit simplement, eh bien, vous mettez 100 € chez nous et quoi qu'il arrive, sauf si la banque fait faillite, maintenant, ça on ne sait jamais, quoi qu'il arrive, eh bien, vous récupérerez 90 € ou 95 €, mais en contrepartie,
on va investir votre argent dans des actifs qui sont risqués, mais on ne vous donnera pas la totalité du gain, si gain il y a. Donc, dans ce type de produits qui sont devenus maintenant assez courants et qui réapparaissent après chaque crise, donc je peux déjà vous dire que ces produits vont fleurir dans les mois qui viennent. Il y en a déjà pas mal en circulation depuis l'éclatement de la bulle, mais ils vont se développer. On va vous les reproposer très très rapidement. Eh bien, on tient compte essentiellement de ce qu'on appelle de manière technique l'aversion aux pertes, c'est-à-dire cette asymétrie de perception des gains et des pertes. Donc, on a un package, on a fait des produits structurés, mais qui restent quand même très simples, de façon à tenir compte de cette nouvelle perception de l'individu. Et le deuxième exemple que je voudrais vous donner, qui est beaucoup plus original, et qui suscite souvent des réactions. Comment faire pour pousser les gens à épargner? Et là, à partir du moment où on s'est rendu compte que les gens avaient tendance à déformer les probabilités et qu'ils n'aimaient pas perdre de l'argent, eh bien, se sont développés des produits financiers qui sont associés à des loteries. Donc c'est une sorte de compte d'épargne associé à un ticket d'euro-million. Et donc ça peut paraître un peu curieux, mais donc ici j'ai pris l'exemple d'un produit qui est émis par le Trésor britannique. Donc c'était extrêmement... l'émetteur est tout à fait sérieux, ce qu'on appelle les premium bonds, où finalement vous avez des obligations, des titres qui ont un nominal de 1 livre sterling. Mais au lieu de vous payer des intérêts, en fait, chaque mois, le Trésor britannique va faire un tirage au sort et vous pourrez gagner éventuellement 1 million de livres sterling avec 1 livre sterling investie. Mais évidemment, la probabilité de gagner ça, elle est de l'ordre de 10-11, c'est une chance sur quelques milliards. Et donc, sur ce type de produit, eh bien, ces produits se développent tout simplement parce que, effectivement, vous êtes prêt à jouer parce que l'hypothèse qu'on a eue pendant 50 années, à savoir que les gens n'aiment pas prendre des risques, cette hypothèse, elle est tout à fait erronée. Je vous rappelle, la Française des Jeux fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Alors ici, vous avez un ticket de loterie, sauf qu'on ne va pas vous prendre 50% de la mise, comme le fait la Française des Jeux, mais on va simplement vous payer un taux d'intérêt aléatoire. Et ce qui est un tout petit peu révolutionnaire dans ces produits, pour revenir à révolution dans les services, ce qui est révolutionnaire, c'est que l'émetteur introduit volontairement du risque. Puisque, évidemment, pour le Trésor britannique, il n'y a absolument aucun risque, il sait exactement le montant d'intérêt qu'il va payer chaque mois. Mais par contre, pour l'acheteur du produit, il y a du risque dans le sens où le coupon n'est pas connu d'avance. Et donc, on a complètement inversé la logique financière usuelle. Donc, je crois que je dois avoir déjà consommé ma dizaine de minutes. Donc, ça, c'est vraiment deux petits exemples. La finance comportementale se développe énormément depuis quelques années. Alors peut-être que ça a poussé dans certains cas à des excès, à des titrisations hasardeuses, mais je crois qu'on peut avoir des produits qui vont mieux s'adapter en fait aux perceptions du risque qu'ont les investisseurs, tout en en étant relativement éthique et fair-play dans l'espérance de rendement qui est proposée. Enfin, il n'y a rien de caché dans ces propositions, en fait.